Bonjour, voici un petit résumé de la première partie de la théorie de Philippe L'Heureux. Cela fait 150 ans que les égyptologues nous disent que l'architecture interne de la Grande Pyramide représente les différentes étapes de la construction d'un tombeau. Nous allons aborder une autre hypothèse bien plus technique. Après une longue période d'érosion, la Grande Pyramide n'avait que deux conduits accessibles de l'extérieur. Un sur la face sud et l'autre sur la face nord. L'un probablement en secours de l'autre, comme dans tout système sécurisé qui se respecte. Grimpons vers celui de la face sud. Pour ouvrir les vraies portes de la pyramide, les constructeurs ont imaginé une serrure à la taille de l'édifice. Ils ont réalisé la première serrure hydraulique de l'histoire de l'humanité. Pour l'actionner, il suffisait de faire la chaîne sur la façade et de verser 273 mètres cubes d'eau dans l'un ou l'autre des conduits qui menaient directement à la chambre du roi. Pardon, la cuve, car jamais le roi Khéops n'aurait pu choisir un endroit aussi facilement inondable comme tombeau. La cuve en granit était fermée à l'origine par les herses de l'antichambre. Elle se remplissait donc complètement tout en gardant 1 mètre d'air comprimé emprisonné sous le plafond. Du fait de la hauteur de la colonne d'eau de 33 mètres entre le haut du conduit et le plafond de la cuve, on obtenait une pression interne d'environ 3,3 bars, soit 33 tonnes par mètre carré. Pour éviter que cette pression ne soulève les poutres du plafond, les constructeurs ont pris soin de les maintenir en place en rajoutant 3000 tonnes de granit sur les appuis des poutres. Les fameuses chambres de décharge ne sont en fait que des planchers de charge, destinés à maintenir les poutres du plafond en place lors de la mise en eau de la cuve. Elles n'enlèvent pas de poids, elles en rajoutent et sont la preuve que la cuve était destinée à être remplie d'eau. Vous l'avez compris, les deux conduits n'étaient pas inclinés vers le ciel pour permettre à l'âme du pharaon de s'échapper vers les étoiles. Ils étaient inclinés pour permettre une colonne d'eau, c'est-à-dire une pression suffisante au déclenchement du mécanisme d'ouverture. Quant au passage entre la première chambre et la grande galerie, il s'agissait d'une soupape de sécurité destinée à la protection des chevrons calcaires d'une fuite éventuelle. Les constructeurs se sont servis de la chambre de la reine et de ses conduits pour tester certaines fonctions du mécanisme avant de le reproduire dans la chambre du roi. Ce n'était qu'une chambre de test. De même que le plancher de la chambre de la reine a subi un enfoncement test de 54 cm, le plancher de la chambre du roi est prévu pour descendre de 54 cm du fait de la pression. Cet enfoncement, qui se produit aussi sous les herses, libère automatiquement l'eau par leur dessus. La quatrième herse fixe, servant de brise-jet afin d'éviter d'endommager le mur calcaire entre l'antichambre et la grande galerie. L'eau ainsi libérée va emprunter la grande galerie qui est conçue comme un égout en pente. Une cunette centrale et deux banquettes latérales, le schéma type d'un égout moderne. Même sa marche en partie haute était taillée en V pour orienter l'eau dans la cunette centrale. Étant donné que la couverture du couloir de la chambre de la reine était intacte, l'eau s'engouffrait dans le couloir ascendant jusqu'au bouchon de granit.
Le poids des 47 mètres cubes d'eau qui s'accumulaient dans le couloir ascendant repoussait les bouchons pour obstruer définitivement la descendrie. Le reste de l'eau était évacué par le puits situé en bas de la grande galerie. L'eau passait par la grotte, puis suivait la pente du conduit et de la descendrie jusqu'à la chambre souterraine. C'est pour cette raison que la chambre souterraine n'est pas terminée. Il ne s'agissait pas d'un tombeau provisoire, mais d'une chambre de rétention destinée à recevoir l'eau et par la suite le sable du mécanisme. Tout vous semble-t-il plus clair maintenant? Vous comprenez pourquoi les constructeurs avaient laissé une circulation d'eau possible entre la chambre du roi et la chambre souterraine? Trop d'éléments observables vont dans le sens de cette théorie pour se permettre de l'ignorer. Pour tout connaître de la position des salles secrètes et de la deuxième partie du mécanisme, procurez-vous le livre « Le mécanisme secret de la Grande Pyramide d'Égypte » distribué par les éditions Le Temps Présent. Je vous remercie de votre attention et si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas. Mon email est leureux@free.fr. La démonstration est terminée. Au revoir.